Au 5e siècle avant notre ère, 300 ans avant l'émergence de Rome, le monde est dominé par les grands empires asiatiques. Mais cet ordre mondial est sur le point de se redéfinir radicalement. Une nouvelle puissance, la Perse, a assujetti les grandes civilisations du Moyen-Orient pour s'imposer comme la première superpuissance mondiale. L'empire du roi des rois s'étend des bouches de l'Indus aux portes de l'Europe. Mais en périphérie des frontières du premier empire mondial, une petite enclave territoriale commence à se distinguer. Coincée entre l'Orient et l'Occident, c'est un ensemble de vallées, de plaines et d'îles montagneuses gouvernées par des centaines de cités rivales. Les États grecs émergent des siècles obscurs et se développent rapidement. Les navires grecs sillonnent toute la Méditerranée pour commercer avec la Palestine, l'Afrique, l'Italie et la mer Noire. Ce sont des sociétés guerrières. Mais les Grecs ne recherchent pas l'héroïsme individuel. Ils opposent un front uni et combattent en rang serré. Les hoplites se protègent les uns les autres avec leurs boucliers. Dans tout le monde grec, les dictateurs militaires populistes, les tyrans, soutenus par des armées de citoyens, prennent le pouvoir des mains des élites traditionnelles. L'ironie du sort fait qu'à Athènes, la voie de la démocratie est pavée par la tyrannie. Le mot tyrannos est d'origine lydienne et désignait initialement un dirigeant, un maître, et n'avait pas nécessairement une connotation péjorative. Mais au fil du temps, les tyrans grecs ont fini par se tailler une réputation digne du mot tyran, tel que nous le comprenons aujourd'hui. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, le mot tyran est devenu synonyme d'abus de pouvoir. À la fin du 6e siècle, Athènes se rebelle contre le régime vindicatif des tyrans. Ces derniers sont démis de leurs fonctions par un groupe d'aristocrates qui se mettent aussitôt à se disputer le pouvoir. C'est de ce conflit que naissent les prémices de la démocratie. D'un côté, il y a Isagoras, qui a le soutien de Sparte, la cité rivale d'Athènes, et de l'autre, Clisthène, qui doit trouver une stratégie pour contrer la supériorité militaire de ses adversaires. Clisthène élabore un plan révolutionnaire. Il fait appel au peuple, à la populace, oi polloi, comme disent les Grecs. Dans un monde aux mains des rois et des cliques, les Athéniens se lancent, presque par accident, dans l'incroyable aventure d'un gouvernement direct par le peuple. Et ils vont transformer leur cité pour instaurer ce nouveau système. En face de l'acropole, les gens se rassemblent sur la colline de l'Apnyx. Tous les citoyens ont le droit de participer. Un vote à l'Assemblée fait autorité de loi. Le travail de l'Assemblée est coordonné, non pas par des politiciens de métier, mais par des citoyens ordinaires, tirés au sort pour un mandat d'1 mois. Ils siègent aux frais de l'État dans la salle circulaire de la Tolos. Dans le bâtiment contigu se trouve la chambre du Conseil, où les 500 membres de la Boulée se réunissent tous les jours. Leur rôle consiste à préparer les projets de loi qui seront votés par l'Assemblée des citoyens sur l'Apnyx. Si nous prenions exemple aujourd'hui sur Athènes, nous aurions des ministres différents tous les mois, désignés par tirage au sort. Et nous devrions tous siéger à tour de rôle à l'Assemblée. Pour s'assurer d'une rigoureuse impartialité, les Athéniens ont fait preuve d'ingéniosité. Voici un clérothérion, une machine de tirage au sort. Les citoyens inscrivaient leur nom sur des plaquettes métalliques qu'ils inséraient ensuite dans ces fentes. Sur le côté, il y avait un tuyau en bois qui n'a pas survécu jusqu'à nous. On y glissait des billes en marbre noir et blanche. Selon la couleur de la bille qui tombait en face du nom des candidats, ils étaient retenus ou non ce jour-là. Ce système de tirage au sort était l'un des principes de base de la démocratie athénienne. Tous les citoyens avaient les mêmes droits. Et ils devaient donc avoir les mêmes chances d'occuper un poste officiel. Seuls les plus hauts placés, comme le poste de commandant en chef de l'armée, n'étaient pas attribués au hasard.
Le clérotérion a aussi été inventé pour éviter la corruption. Il servait à désigner un juge le jour même du procès. Et la personne choisie devait officier immédiatement au tribunal. Donc, il était impossible d'influencer ou d'acheter un juge. Qu'y avait-il ici? Nous avons toutes les raisons de penser qu'il s'agissait d'un tribunal. Les archéologues ont découvert une preuve tangible du souci d'équité athénien en mettant au jour une urne de vote. Nous avons trouvé dans l'urne 7 disques de bronze comme ceux-ci. Il y a une inscription dessus. Vote public. Au tribunal, chaque juge recevait 2 jetons, l'un transpercé d'une tige creuse et l'autre d'une tige pleine. L'un permettait de voter la condamnation et l'autre l'acquittement. Personne ne pouvait deviner quel jeton vous mettiez dans l'urne. Les jugements étaient rendus ainsi. Fabuleux. Tout avait été minutieusement pensé. C'était une façon de s'assurer que les jurés ne votaient pas sous la contrainte. Et tout pouvait être vérifié à tout moment. Le scrutin était anonyme. Les tribunaux jouaient un rôle crucial dans le fonctionnement de la démocratie. Les femmes n'avaient cependant pas le droit de vote. C'est vrai. Je m'en donne le droit aujourd'hui. Seuls les hommes libres d'Athènes pouvaient participer à la démocratie en se réunissant sur la Pnyx. Ils venaient ici à la pointe du jour et s'asseyaient par terre, à même la roche, pour discuter de la conduite de leur vie. Les héros présidaient les séances et disposaient d'une force de police composée d'esclaves pour le maintien de l'ordre. Les Athéniens prennent leur rôle de citoyens très au sérieux. Ils qualifient ceux qui ne participent pas à la politique d'idiotesse, mot qui a donné idiot. Nous sommes à l'endroit où se réunissait l'Assemblée du peuple à Athènes, sur la colline de la Pnyx. On voit encore les ruines du podium des orateurs. Et c'est ici que les Athéniens prenaient les décisions importantes. Ça y est, il est là. Un grand salut, Athéniens! Vous le savez déjà, notre flotte est la plus vaste et la plus puissante au monde. Cela ne fait pas tout. Et pourtant, notre paix demeure fragile. Que ferions-nous si un jour il nous était impossible d'accéder au port? Le moment est venu de construire un mur partant d'Athènes jusqu'au Pirée. Facile à dire, mais qui va payer pour ces dépenses? Ma réponse, la noblesse paiera une taxe supplémentaire pour l'édification de ce mur. Les orateurs étaient des personnages centraux dans l'Assemblée du peuple. Ils avaient étudié l'art de la rhétorique. On les appelait démagogues parce qu'ils guidaient les gens. À l'origine, le terme était positif. C'est plus tard qu'il est devenu péjoratif. Parce qu'un démagogue pouvait aussi orienter les gens dans la mauvaise direction, dans son propre intérêt, même si c'était mauvais pour le peuple. Citoyens, écoutez-moi. J'ai une question. Est-ce que vous aspirez à une vie prospère et à mettre en déroute nos ennemis? Je vous le demande. Alors, votez oui à la construction de ce mur. Votez oui. Votez oui. Votez oui. Est-ce que quelqu'un aimerait s'exprimer? Allez-y, profitez-en. Dites tout haut ce que vous avez à dire, c'est l'occasion. Bon, écoutez, écoutez. Que tous ceux qui s'opposent à l'édification de ce mur lèvent la main. Bien. Maintenant, lèvent la main ceux qui sont pour le mur. L'opinion des hommes du peuple est prise en considération. La majorité décide de l'adoption ou du rejet d'une loi. Tout dépend donc des citoyens de base. Citoyens, vous avez tranché. Une décision a été prise.
le mur sera bâti. Des impôts sont prélevés sur les plus riches pour les dépenses exceptionnelles. Les Grecs ont laissé un très grand nombre de tablettes. On a donc la trace de milliers de décrets gravés dans la pierre. Ces lois abordent toutes sortes de thèmes, des grands travaux, des déclarations de guerre ou des décisions budgétaires. Les plus importantes décisions prises par l'Assemblée du peuple étaient notées sur des stèles comme celle-ci. Ensuite, elles étaient installées dans des lieux publics, comme l'Acropole ou l'Agora, qui était le marché. Sur cette stèle, il y a 2 décrets fiscaux. Le premier pour collecter des impôts auprès des alliés d'Athènes, et le deuxième pour indiquer la manière de lever ces impôts. Sur celle-ci apparaissent des dessins de sacs et de pièces de monnaie. Ces symboles signifient qu'il est temps de collecter des impôts. Ils étaient immédiatement décryptés par tous ceux qui les voyaient. Le mot « phoroi » ou « impôt » revient souvent, mais ces taxes ne sont imposées que ponctuellement pour des dépenses précises. Quand l'Assemblée du peuple vote une loi, elle est effective immédiatement et tout le monde est averti grâce aux tablettes affichées en ville. Ceux qui ne savent pas lire peuvent demander l'aide d'un lecteur public. Les Athéniens chérissent d'autant plus leur liberté qu'ils disposent de serviteurs qui ont perdu la leur. Dans la Grèce antique, la liberté était soumise à conditions, pas comme dans notre société contemporaine. Il y avait un grand nombre d'individus non libres, les esclaves. Non loin d'ici se tenait un marché d'esclaves, au cœur même d'Athènes. Nous ne devons pas oublier l'envers de la démocratie naissante. La plupart des esclaves, hommes et femmes, sont nés libres, mais ont été contraints au travail manuel en devenant des prisonniers de guerre. Ils ont alors été achetés, puis vendus, séparés de leurs familles et stérilisés pour qu'ils ne puissent pas se reproduire. Il n'y a pas que les esclaves. En fait, 9/10 de la population n'ont pas le droit de vote. Il faut avoir l'âge requis et il ne suffit pas d'être né à Athènes, il faut que son père et sa mère le soient également. Quant au reste des Athéniens libres, la moitié était disqualifiée d'office. Les femmes sont non seulement considérées comme des êtres inférieurs, mais on les dit aussi démoniaques, possédées par des esprits. En tant que telles, elles doivent être placées sous la stricte autorité d'un homme,